Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 2.3, l'affirmation des rois capétiens et valois. Donc cela donc signifie que l'on est toujours dans la période médiévale. Rappelez-vous, on a donc travaillé sur les campagnes durant cette période, sur les villes durant cette période. Maintenant donc on va travailler sur le mode de gouvernement. C'est parti. Donc, comme toujours, vous laissez une page pour le fichier. Si jamais vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave, vous l'imprimerez quand on se retrouvera. Donc en effet, on a déjà étudié les campagnes que vous voyez ici en haut, les villes que vous voyez ici, donc cette évolution qui s'est passée, ce développement qui s'est passé en même temps. Maintenant, on étudie donc le mode de gouvernement dans cette petite partie en bas, ici. On est toujours dans la même période, le Moyen Âge. Voilà. Donc on va travailler pour faire l'introduction avec votre livre, page 110-111. Comme toujours, vous prenez votre livre à côté de vous si vous l'avez, et vous suivez avec les documents si jamais je passe trop vite. Alors, tout d'abord, question 1, Frise. Quelle dynastie se succède à la tête du royaume de France entre le XIe et le XVe siècle? On analyse la chronologie et on repère donc les deux dates qui font cadre ici. Donc ça veut dire qu'on vous demande de repérer ces trois grandes dynasties. Attention, ici c'est 11e, 15e siècle, donc ça veut dire de 987 grosso modo jusqu'en 1500 grosso modo. Donc c'est-à-dire que logiquement dans la réponse, la dynastie des Carolingiens qui elle se développe au 10e siècle ne devrait pas apparaître, mais bon, d'accord. Donc entre le 11e et le 15e siècle, la dynastie des Capétiens et des Capétiens-Valois se succèdent. Voilà, si vous aviez pensé mettre la dynastie carolingienne, ben c'est hors sujet. Ou alors il aurait fallu spécifier. Document supplémentaire, frise des rois capétiens et capétiens-valois de Hugues Capet jusqu'à Louis XI. Regardez un petit peu cette frise. Vous êtes censé la connaître avec les dates clés de Philippe Auguste, de Saint-Louis, de Philippe le Bel, de Charles VII et de Louis XI. Voilà. Donc là, on vous explique également comment ces rois capétiens et capétiens-valois vont établir leur pouvoir royal. Vous voyez, sous Hugues Capet, le pouvoir royal est assez faible. À partir de Philippe Auguste, il va vraiment y avoir une affirmation du pouvoir royal où le roi va vraiment avoir en main tout ce qui se passe. Donc on sera vraiment au cœur même de ce qu'on appelle une monarchie avec un monarque au cœur de tout cela. Puis après, justement, Philippe le Bel, durant les Capétiens valois, on remarque un affaiblissement du pouvoir royal. Ça sera également la période de la guerre de 100 ans où ce pouvoir royal va être remis en question entre plusieurs familles. Et à partir de Charles VII, une reconstruction, une réaffirmation de ce pouvoir royal. Grâce aussi à l'action de Jeanne d'Arc d'ailleurs. Question 2. Donc là, après avoir travaillé sur la chronologie, maintenant on va travailler au niveau géographique. Question 2, document 1 à 4. Comment évolue le domaine royal entre le 11e et le 15e siècle? À votre avis, comment cela a été possible? Domaine royal, donc vous regardez un petit peu dans la légende de cette première carte où se place le domaine royal. Puis après, dans cette carte-là, remarquez un petit peu l'évolution. Troisième carte, donc vous avez bien repéré la couleur bleue qui représente le domaine royal. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Repérez en même temps, tiens, la couleur jaune qui appartient au roi d'Angleterre. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le domaine royal s'est considérablement agrandi par des guerres et des mariages et couvre l'essentiel du royaume de France. Qu'est-ce que le domaine royal? C'est tous les endroits dirigés directement par le roi, sans passer par des seigneurs intermédiaires en fin de compte. Ça veut dire que du coup la puissance du roi n'est pas redistribuée, donc elle est complète. Donc parallèlement, le poids donc des principautés et des fiefs s'est nettement amoindri. La France unie autour du roi est le pays le plus puissant d'Occident. En effet, avant, ce qui faisait la faiblesse en fin de compte du pouvoir royal, c'est qu'il était subdivisé, rappelez-vous, entre différents princes, sous-princes, etc., etc., qu'on avait déjà étudié donc, dans les précédents chapitres. Question 3. Au XVe siècle, les rois de France ont-ils renforcé leur pouvoir face aux seigneurs? Donc on a déjà en partie répondu à cette question grâce aux quatre cartes d'avant. Donc en effet, on voit ici
que les rois de France ont augmenté leur domaine royal par les guerres et les mariages, où ils sont donc les seigneurs directs afin de ne pas diviser leur pouvoir. Le reste du royaume est aux mains des seigneurs qui sont maîtres dans leur seigneurie, ce qu'on appelle donc des fiefs. Rappelez-vous donc tous les principes de la vassalité qu'on a déjà étudiés. Les vassaux, vavassaux, etc. Question 4. Le royaume de France s'est-il agrandi entre le XIe et le XVe siècle? Donc, le royaume de France, regardez bien, c'est donc les limites ici présentées par ces traits rouges. On analyse de nouveau les 4 cartes. Qu'est-ce qui se passe? On revient un petit peu en arrière, regardez un petit peu. Repérez-vous par exemple par rapport au fleuve, le Rhône, la Saône, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien entendu une évolution. Donc les limites du royaume de France évoluent peu jusqu'à la fin du XVe siècle. Les frontières du nord et de l'est restent fluctuantes et le resteront encore longtemps. D'accord? On voit par exemple qu'il y a eu des gains de territoire au sud, autour d'Avignon et de Lyon, mais au nord, pas tellement. Trace écrite. Donc en 987, Hugues Capet est élu roi de France par les grands seigneurs du royaume. Tous les rois de France qui lui succèdent jusqu'en 1848 sont ses descendants. C'est ce qu'on appelle la dynastie des Capétiens. Les premiers Capétiens sont donc des rois faibles. Ils ne peuvent imposer leur justice, leur administration et leurs taxes que dans leur domaine royal, c'est-à-dire autour de Paris et d'Orléans. Le reste du royaume est aux mains de ses vassaux, parfois de très puissants seigneurs, qui acceptent mal la tutelle royale. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les Capétiens agrandissent leur domaine par le rachat, l'héritage ou la guerre. Parmi les principaux rois, on peut citer Philippe II, Auguste, qui confisque les fiefs du roi d'Angleterre qui lui refuse l'hommage. En 1214, il remporte une grande victoire à Bouvines contre une coalition de vassaux révoltés contre le comte de Flandre, de l'empereur allemand et du roi d'Angleterre. Louis IX, qui obtient l'abandon par les Anglais de leurs prétentions sur une grande partie des fiefs de l'ouest du royaume. Sa canonisation va également apporter un immense prestige à ses héritiers. Être canonisé, lorsqu'un roi est canonisé, ça veut dire qu'il est mis au rang des saints en fin de compte, d'accord, au niveau de la religion. Donc il est reconnu en fin de compte comme étant supérieur aux humains. Introduction. Vous remplissez donc votre fichier. Si vous ne pouvez pas l'imprimer comme toujours, vous marquez dans votre cahier et je vous le donnerai quand on se retrouvera. Donc comment, dans le royaume de France, les rois capétiens et valois s'imposent-ils face aux seigneurs? Voilà ce que l'on va découvrir maintenant. Définition à connaître, bien entendu, dès le début: domaine royal, dynastie, état et monarchie. Je lis, puis on va s'arrêter là. Domaine royal, ensemble des terres dont le roi est le seigneur et dont il tire ses revenus. Dynastie, succession de rois d'une même famille. État, territoire délimité par des frontières sur lequel s'exerce un pouvoir politique souverain, celui du roi au Moyen-Âge par exemple, qui impose des règles communes. Monarchie, du grec mono, un seul, et arché, pouvoir. Régime politique dirigé par une seule personne, un roi héréditaire. Qu'est-ce que l'État monarchique? Un État est un territoire délimité par des frontières sur lequel s'exerce un pouvoir souverain. À la tête de l'État monarchique, le roi exerce son pouvoir au-dessus de tout. Il est le souverain ou le monarque. Et voilà. Donc bien entendu, dans ce chapitre, on va apprendre et comprendre le rôle de la féodalité dans l'organisation d'une hiérarchie de pouvoir, puis dans l'affirmation du pouvoir royal, savoir analyser et expliquer des cartes de l'évolution du domaine royal, on a commencé à le faire aujourd'hui, savoir rédiger un texte bref sur la féodalité, l'affirmation des souverains et de l'État. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Je vous laisse digérer tout ça et on continuera au prochain cours, c'est-à-dire demain. Au revoir.